Bonjour à tous, on est dimanche 19 juillet 2026 et notre cher ami Stanislav Krapivnik est avec nous. Bienvenue à nouveau, Stas. Merci, je suis en vacances, donc l'éclairage, vous voyez, je ne suis pas dans mon bureau. Il peut y avoir un peu de bruit autour, des voitures, des trucs comme ça. Désolé, mais... Je pense oui. Je pense que, comme vous voyagez, vous avez peut-être une certaine idée des pénuries de pétrole en Russie. J'ai vu les images où vous en parlez, en expliquant qu'il y a des files d'attente. C'est bien ça. Des files, encore et encore. Des gens qui attendent pour pouvoir partir, pour faire le plein. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ces pénuries en Russie? What is happening with the shortages in Russia? Eh bien, vous savez, c'était du sarcasme. Bon, donc on a pris la route. Enfin, au départ, je conduisais un peu autour de Moscou, mais ensuite on est descendu. Je ne vais pas dire où je loge. Obchek, c'est Obchek, mais je suis dans le sud, dans l'extrême sud même. Et on a roulé jusqu'à juste après le Nagorno. Ça faisait environ 1200 km. Sur la route, sur les grands axes, je dirais qu'à peu près une station-service sur deux avait du carburant. Il y avait des files d'attente, par endroits, oui. C'est aussi la saison où beaucoup de gens descendent vers le sud. Cette grande migration russe commence parce que les gens viennent chercher le temps chaud, ou en tout cas plus chaud. Et c'est vrai qu'il fait chaud. Ici, on est à 31, 32 degrés, mais pas les 45 qu'on a en Europe, ou plutôt dans l'Europe non russe. D'ailleurs, la plupart de l'Europe connaît en ce moment un hiver plutôt froid. Je veux dire l'été. Cette année, on a vraiment l'impression d'être en hiver. Donc voilà, il faut juste prévoir 2 ou 3 heures de plus sur la route, parce qu'il y aura forcément des files d'attente. Et puis, moi j'ai gardé le réservoir plein. À chaque fois que je descendais d'environ un tiers, je trouvais une station et je faisais le plein au cas où la situation s'aggraverait plus loin. J'aurais pu aller plus loin, beaucoup plus loin, et faire le plein moins souvent. Parce qu'en réalité, il y avait largement assez de carburant. Oui, j'ai fait la queue ici et là. Les pires files, c'était quand les camions-citernes arrivaient pour remplir les réservoirs, parce que, à ce moment-là, tout s'arrête. Je ne sais pas trop pourquoi ça prend 1h30 pour remplir les cuves. C'est sans doute un truc technique de leur côté. Oui, en général, ils ferment pendant environ 1h30, le temps de vider le réservoir mobile du camion dans les cuves souterraines. Mais c'est à peu près tout. Franchement, la plupart des files d'attente, quand il y en avait, c'était quoi? 5 ou 6 voitures au maximum, par pompe ou par poste de remplissage. Donc non, ce n'est pas cette situation catastrophique, dramatique qu'on essaie de décrire. Après, ça dépend des compagnies. Certaines abusent clairement. Elles gonflent les prix sans scrupule. Les tarifs ont augmenté, quoi qu'il arrive. Mais il y a les gros acteurs, comme Rosneft ou Lukoil. Eux, ils ont augmenté le prix du 92 octane. C'est bien plus élevé que la base américaine, qui est de 87, d'ailleurs. En Russie, la base, c'est 92, puis 95, et maintenant 100. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt du 100, sauf si on veut faire de la course automobile. Mais le 92, avant, c'était autour de 57 roubles le litre. Je crois que c'est 3,8 litres par gallon pour les Américains. Maintenant, on est plutôt à 63-64, ce qui fait déjà une belle hausse. En gros, 10 à 12%. Mais il y a des entreprises comme Lukoil qui ont monté leur prix jusqu'à 4,25, voire 100. Et là, je pense que le gouvernement devrait se pencher dessus. C'est une grande société. Mais ça, c'est de l'abus. Je me suis retrouvé à faire le plein dans 2 ou 3 de ces stations, simplement parce que c'était ce qu'il y avait sur le moment. Mais oui, c'est clairement de l'abus. Les prix montent, c'est vrai, mais les 2 plus gros acteurs sont à 10-12% d'augmentation, alors que ces gens-là
monte carrément de 40%. Et pour être honnête, la plupart des petites stations, les indépendants, n'avaient tout simplement plus de carburant. De toute façon, je ne leur fais pas confiance parce qu'ils achètent leur carburant aux gros fournisseurs. Mais en général, ce sont les derniers à être livrés. Donc ils récupèrent ce qui reste au fond de la cuve. Vous voyez, ils ont déjà les dépôts. Et puis en ce moment, beaucoup d'entre eux ne reçoivent rien du tout parce que la demande est encore très forte, surtout pendant la saison où tout le monde prend la route. Du coup, les grands groupes livrent d'abord leurs propres stations. Et quand vient le tour des petits indépendants, il n'y a plus rien. Mais du carburant, il y en a. Ce n'est pas un effondrement du marché, loin de là. Je sais que certains à l'Ouest vont se désespérer, se dire que tout s'écroule. Non, non, on ne s'effondre pas. Pas du tout. Et d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, les récoltes ne pourrissent pas dans les champs non plus. Non, on aura largement de quoi exporter, et encore plus de quoi manger. En fait, les engins lourds travaillent partout en ce moment. Et certains disent que, soi-disant, un signe que la Russie s'effondre, c'est qu'elle n'exporte plus de diesel. Eh bien, voyons. La Russie n'a jamais vraiment exporté de diesel à cette période. Elle impose chaque année un blocage des exportations de diesel à peu près d'avril jusqu'à septembre, parce que c'est la saison agricole. Et ça dépend aussi des régions selon quand l'activité agricole démarre. Je sais que dans l'extrême sud, ils commencent à labourer les champs vers la fin mars ou début avril, parce qu'ils font souvent 2 récoltes par saison. Et dans le nord, le Grand Nord, ils labourent plutôt vers la mi-mai. Là, ils n'ont qu'une seule récolte. Mais elle est bonne, parce qu'il y a de la lumière en continu, des journées très longues, donc beaucoup de soleil. Et si vous regardez les vidéos, vous verrez que la première récolte a déjà été faite. Une grande partie du blé a déjà été prise. Il n'a pas forcément été replanté. Plus au sud, ils ont déjà commencé à replanter. En fait, ils ont fini de replanter pour la prochaine récolte qui arrivera vers la fin septembre ou le début octobre. Donc oui, voilà. On ne va pas mourir de faim. Désolé, la famine est rayée du menu. En réalité, la famine est rayée du menu pour tous ceux qui achètent à la Russie. Je ne peux pas garantir pour l'Union européenne, mais pour, disons, l'Afrique, l'Asie, l'Égypte par exemple, la famine n'est pas au menu. Eh bien, puisque vous venez d'expliquer les pénuries qui se produisent en Russie et que les gens y sont tellement désespérés à cause de ça, je pense que beaucoup des problèmes en Europe ont été, disons, réglés à travers ce récit de pénurie qu'ils utilisent pour justifier leur position sur la question de l'Ukraine. Et permettez-moi de changer un peu de sujet SAS pour parler de ce qui se passe en Asie de l'Ouest, l'attaque iranienne contre la Jordanie, qui a été assez marquante, parce que c'est la première fois que le CENTCOM reconnaît publiquement que 2 soldats ont été tués. L'annonce a été faite hier, et l'un d'eux est porté disparu. Environ 15 ou 16 militaires ont été envoyés en Allemagne à cause de leur état, et aujourd'hui, ils ont annoncé que 2 autres soldats avaient été tués. Et voilà où en est la situation aujourd'hui avec la guerre. Le conflit est en train de s'intensifier d'une certaine manière parce que les États-Unis ont attaqué ou frappé la centrale nucléaire de Darwan dans l'ouest de l'Iran. Ensuite, il y a eu une attaque iranienne contre le réseau électrique au Koweït et 2 usines de dessalement ont été touchées, en plus du réseau. Selon vous, vers quoi se dirige cette guerre? On a l'impression que dans les prochains jours, il va y avoir une forte escalade entre l'Iran et les États-Unis. Et pendant ce temps, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est de la Coupe du Monde, de la finale. Peut-être que demain, après-demain et dans les semaines à venir, on va assister à une nouvelle montée des tensions. Quelle est votre lecture de tout ça?
Eh bien, je vois une partie sud du Moyen-Orient, du Golfe Persique, complètement dépeuplée. Écoutez, vous savez, ces usines de dessalement, je ne suis pas sûr du nombre d'habitants au Koweït. Attendez, je vais vérifier rapidement, juste par curiosité. Je pense que ce sera quelques centaines de milliers. 100,000. 5 millions 100 000. Ouais. Wow. 5 millions 100 000, dont 1 million 500 000 sont des citoyens. Donc le reste, c'est, vous savez, de la main-d'œuvre payée. D'ailleurs, ils appellent cette main-d'œuvre des esclaves. Beaucoup d'États arabes font ça. Je connaissais un colonel français qui avait servi là-bas, il le détestait. Il était lieutenant du génie après la guerre du Golfe et son bataillon est resté pour continuer le déminage. Il m'a raconté qu'à la fin, lors de la cérémonie d'adieu, le ministre de la Défense du Koweït est venu et a dit « Merci d'avoir été de si bons esclaves pour nous. Vous avez été les meilleurs esclaves qu'on ait jamais eus. » Depuis ce jour-là, il les a détestés. Et c'est vrai, il le pense vraiment. Ce sont tous des types arrogants. Franchement, soyons honnêtes. Donc 1 500 000 citoyens. Et les autres, probablement. Enfin, soyons réalistes. C'est sûrement beaucoup moins aujourd'hui que 5 100 000. Parce que tous ceux qui ont un peu de jugeote et assez d'argent pour se tirer, se sont tirés. Disons qu'il en reste même 4 millions. D'accord? Les usines de dessalement couvraient la moitié de cette population, donc environ 2,5 millions de personnes. Autrement dit, il reste de l'eau pour 2,5 millions de personnes, alors qu'il faut nourrir 4 millions d'habitants, avec une chaleur de plus de 50 degrés. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Pour les Américains, ça fait plus de 120 degrés Fahrenheit. Près de la côte, c'est 100% d'humidité. Plus à l'intérieur, je vais vous donner un exemple. Des amis, à nous, des Arabes chrétiens orthodoxes, vivaient au Koweït. Ils avaient une employée de maison. Elle étendait le linge, et le temps de finir d'étendre, elle devait déjà retourner au début pour tout ramasser. Parce qu'en 5 minutes, il n'y avait plus une trace d'humidité dans les serviettes mouillées. C'était près de la côte. Mais c'est ça la chaleur là-bas. Alors ces gens, maintenant, se retrouvent sans eau. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Soit ils restent et meurent, soit ils se battent pour l'eau, soit ils partent. Il y a bien assez d'eau pour survivre. Difficilement, mais survivre quand même. La question c'est, combien de temps ça va durer? Et je pense que ça va arriver. Les Américains ont encore une fois libéré le génie de la bouteille. Ils ont commencé à viser les infrastructures clés iraniennes, les centrales électriques, les ponts. Ce qui est ironique, c'est qu'Iran pont détruit, comme l'Iran est en sécheresse. Et strong, oui simplement à côté, ou simplement à côté, parce que la rivière est à sec. C'était un de ces moments où Trump disait « Oh, on a détruit le pont ». C'était un pont stratégique. Et en réalité, tout le monde contournait ce pont, parce que la rivière en ce moment est complètement à sec. Parfois, la sécheresse, ça aide. Donc oui, c'est un de ces cas où, désolé, c'était pas un grand exploit comme tu le pensais. Mais regardez, le fait que ces gars aient été tués en Jordanie, si vous regardez les vidéos, franchement, ça me sidère encore. Ils n'ont pas d'abri. À ce stade, on se dit bon sang, ils n'ont toujours pas d'abri. Sérieusement, à quel point faut-il être ignorant? Et à quel point faut-il être fou ou paresseux en tant que commandant? Mais vos troupes vivent toujours dans des conteneurs alignés en rangée. Elles n'ont pas de bunker adéquat. Vous êtes là? Oui. Oui, je vous entends. D'accord. Très bien. Donc, même si vous n'aviez pas de bunker avant, pendant ces 2 mois de pseudo-cessez-le-feu et de blocus, vous saviez qu'il fallait creuser des bunkers partout. Franchement, c'est incroyable. Les frappes iraniennes sur ces logements, la façon dont tout a pris feu, c'était un véritable enfer. Les images qui sortaient, c'était un brasier total. Alors, quand vous me dites que 2 gars sont morts, que peut-être 2 autres ont été grièvement blessés, transportés en Allemagne,
et qu'une douzaine ont été touchés. Je ne vous crois pas une seconde. D'après mes sources, je ne parlais pas de 15 morts dans la première phase, mais de bien plus de 1000. Alors, combien de gens sont morts? Beaucoup plus que ce que le gouvernement américain admettra jamais. C'est comme quand Zelensky dit qu'il y a 50 000 morts en Ukraine et qu'on voit un cimetière militaire avec environ 50 000 tombes, rien qu'à Kharkiv. Et eux disent, oui d'accord, 50 000 morts en 4 ans, bien sûr. Et 10 millions de Russes, n'oubliez pas cette partie. C'est la même chose. On aurait tué tous les Iraniens qui ont jamais existé et on aurait perdu 2 gars. C'est exactement le genre de conneries qui sortent de la Maison-Blanche en ce moment. C'est la même chose que quand Trump est allé dire « On a parlé aux Chinois et on les a forcés à accepter de ne rien fournir à l'Iran. » Et 1 heure plus tard, les Chinois répondent « Ah non, on n'a même jamais parlé. » Et là, Trump dit « Bon, peut-être qu'on n'a pas parlé, mais ils savent qu'on les a mis sous pression et ils ne le feront pas. » Vous voyez, c'est un régime qui ment comme il respire. Tout ce qu'ils disent, on peut pratiquement l'ignorer. C'est un mensonge. Oui, la Jordanie vient tout juste. Le ministère des Affaires étrangères jordanien vient d'annoncer que l'ambassadeur d'Iran a été convoqué et qu'un message de protestation très ferme lui a été remis. La sécurité de la Jordanie, c'est une ligne rouge. Ce type est... Si votre ligne rouge, c'est la sécurité, alors vous faites partir les Américains de là-bas pour qu'ils n'envoient plus de tirs depuis votre territoire. Voilà. Vous savez, c'est quand même incroyable d'essayer de comprendre l'état d'esprit de ces gens-là. Parce que d'un côté, ça fait quoi? 4 mois, 5 mois qu'ils attaquent l'Iran en utilisant la Jordanie. Et maintenant, ce type sort en disant que la sécurité, c'est important. La sécurité, c'était pas important avant, quand il participait avec les États-Unis pour attaquer l'Iran. Et c'est incroyable ce qui se passe avec ces types. On est des victimes. Des victimes. On ne comprend même pas ce qui se passe. D'accord, les Américains opèrent depuis notre territoire. Ah, et ils tirent des HIMARS, des missiles de haute précision, depuis chez nous. Mais on reste des victimes. Des victimes. Et quand on découvre qu'on tire aussi, on continue à se dire victime. C'est comme un petit ami qui bat sa copine tout le temps, lui offre des fleurs, la frappe encore, et finit par dire que c'est de sa faute. Tu vois, c'est moi la victime ici. C'est ce niveau de folie. Mais bon, le truc, c'est que les rois hachémites ne sont pas particulièrement populaires en ce moment, surtout auprès de nombreux Jordaniens d'origine palestinienne. Donc, si la Jordanie prend des coups et que ses infrastructures s'effondrent, ça pourrait bien leur coûter le trône. Alors, franchement, la chose intelligente à faire serait de dire aux Américains d'aller voir ailleurs. On ferme et on refuse d'être la marionnette d'Israël. Mais bon, qui parle d'intelligence ici? Aucun d'eux n'a l'air très malin. comment voyez-vous les cibles dans la partie sud? Vous avez mentionné la ville où ils ont essayé de frapper tous les ponts autour, Bandar Abbas. Mais ça n'a pas vraiment marché. Ils ont touché les cibles, ils ont frappé les ponts, mais ils n'ont pas réussi à isoler la ville. C'est impossible à faire. Pourtant, ils disaient, nous avons la liste des cibles en Iran avant même que les attaques commencent. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à intensifier. Mais quand on regarde les cibles jusqu'à présent, elles ne sont pas vraiment stratégiques. Et ils n'ont pas, parce que si on veut frapper de manière stratégique, il faut viser les missiles et les drones. Et là, on verrait des explosions secondaires, ce qui voudrait dire qu'on touche quelque chose d'important à l'intérieur de l'Iran. On n'a pas vu ça, contrairement à ce qu'on a pu observer lors des attaques iraniennes en Irak, par exemple au Kurdistan.
Écoutez, il y a deux niveaux de cibles, les cibles stratégiques. Évidemment, il y a les installations militaires clés, les centres de commandement et de contrôle, les dépôts de carburant, ce genre de choses. Ensuite, il y a les systèmes anti-aériens cachés. Ce n'est pas vraiment stratégique, c'est plutôt tactique, parce qu'on cherche à créer une zone de contrôle aérien, une bulle de supériorité aérienne dans une région donnée. L'autre type de cible importante, c'est tout ce qui est à double usage, militaire et civil. Par exemple, des ponts utilisés à la fois pour le trafic civil et pour les routes d'approvisionnement militaire, ou encore des infrastructures énergétiques. C'est du double usage, parce qu'on ne sait pas toujours. Cette base souterraine, par exemple, est peut-être alimentée par une centrale électrique locale ou par des câbles. Ou alors, ils ont peut-être leur propre centrale souterraine. Je ne sais pas. Peut-être que vous le savez, moi non. J'imagine qu'ils ont pas mal de sources d'énergie de secours. Mais bon, pourquoi les utiliser si on peut simplement se brancher sur le réseau local? Donc, plus probablement, le problème pour les Américains, c'est qu'ils s'en prennent vraiment à toute l'infrastructure énergétique, y compris les usines de dessalement d'eau. Pour l'Iran, c'est inconfortable, mais c'est pas mortel. Entre 5 et 10% de la population, peut-être un peu plus, à cause de la sécheresse, dépendent de ces usines de dessalement. C'est regrettable, ça aura un impact sur certains secteurs agricoles, mais 10% de la population peuvent être approvisionnés en eau et les autres devront simplement réduire un peu leur consommation. Pour le reste, ce n'est pas une question de survie. En revanche, quand on parle de pays comme le Koweït, qui sont massivement surpeuplés par rapport à leurs ressources naturelles, ou, dans ce cas, leurs ressources en eau, on arrive à des situations comme à Bahreïn. Bahreïn, en réalité, c'est une entité artificielle. C'est un émirat qui a dépassé la taille qu'il pouvait raisonnablement avoir. Le Qatar, c'est pareil. On peut dire la même chose de l'Arabie saoudite. C'est un désert, en grande partie. Il y a des champs dans le sud, ils cultivent des céréales, et ça nourrit une bonne partie de leur population. Mais la majeure partie du royaume, surtout Riyad, c'est une ville en plein désert. Et puis il y a les Émirats arabes unis. À l'origine, c'était de tout petits villages, dirigés par un chef local, un cheikh. Aujourd'hui, ce sont des villes de plusieurs millions d'habitants, entièrement construites, grâce à des moyens artificiels pour obtenir de l'eau. Pas d'électricité, pas d'eau. Si les États-Unis suivent cette voie, le Koweït deviendra comme tous les autres pays du Golfe. Et ça veut dire que ces villes, très densément peuplées, vont devoir se réduire à ce qu'elles peuvent réellement gérer en termes d'eau. On peut tenir jusqu'à 1 mois sans manger. Si vous êtes vraiment en surpoids, vous pouvez probablement tenir un peu plus longtemps. Mais sans eau, pas plus de 2 ou 3 jours. Et sous 50 degrés, vous ne tiendrez même pas une journée sans eau. Là, on parle d'épuisement dû à la chaleur, d'insolation, et ainsi de suite. Alors la question c'est, est-ce que Trump est prêt à sacrifier le Moyen-Orient ou ses alliés dans la région? Parce que même ceux qui ne sont pas directement touchés, comme par exemple l'Égypte, vont se demander combien de temps ils ont encore envie de rester aux côtés des Américains. Les États-Unis ont montré qu'ils étaient incapables de tenir leurs promesses. Ils n'arrivent même plus à défendre Israël, alors qu'Israël a une influence énorme sur le Congrès américain. Et ça aussi, visiblement, c'est en train d'être remis en question maintenant que Lindsey Graham n'est plus là. C'est fou tout ce qu'une seule personne peut changer, ou l'absence d'une seule personne. À ce stade, franchement, je ne sais pas. Est-ce que Trump est assez stupide pour foncer tête baissée? Ouais, je pense que oui. Est-ce que quelqu'un va lui mettre des limites? Aucune idée. Je suis presque sûr que l'armée est déjà en train de lui dire « Monsieur, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça ». Mais est-ce que Trump écouterait? Ça, c'est une vraie question. Il n'y a pas beaucoup de généraux qui vont démissionner pour ce genre de choses. Après tout, un contrat d'après-guerre à $1 million,
Un contrat à 1 million, c'est beaucoup d'argent. Donc je ne sais pas. Si les États-Unis faisaient preuve d'intelligence, ils n'iraient pas là-bas. S'ils faisaient preuve d'intelligence, ils ne seraient même pas dans ce conflit, à la base. Tu vois, c'est un peu le troisième tour de l'écharpe. Trump a l'air complètement décidé. Ils ont même commencé à frapper autour de la centrale nucléaire de Bushehr. Pourtant, si cette centrale entrait un jour en fusion, avec les vents qu'on a en ce moment, tout ça partirait vers l'Irak, mais surtout vers l'Arabie saoudite, la Syrie et jusqu'en Turquie, voire même vers le sud et le sud-est de l'Europe. On verra bien. Mais ce serait une autre catastrophe laissée par Trump. Écoutez, l'héritage de Trump, c'est déjà des millions de personnes, voire des dizaines de millions, et espérons pas des centaines de millions qui vont mourir de faim cette année et l'année prochaine. Voilà son héritage. Bienvenue dans la réalité. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de son héritage. Pensez-vous qu'ils voudraient qu'Israël fasse partie de la guerre ou qu'il y prenne activement part à ce stade? Je ne sais pas. Je ne pense pas que les Israéliens veuillent être officiellement impliqués dans cette guerre. Je crois que les Américains préféreraient garder Israël un peu à l'écart, pour entretenir, encore une fois, cette illusion qu'il existe une séparation entre les États-Unis et Israël. Il y avait d'ailleurs toujours eu une certaine distance, une sorte de marge de dénégation, mais tout ça a disparu avec le début de ce conflit. En gros, c'est devenu comme si l'Amérique était le vassal d'Israël. C'est d'ailleurs la perception de la plupart du monde. Donc Trump ne voudra peut-être pas qu'Israël s'en mêle. D'abord parce que Israël est imprévisible, et ensuite parce qu'il voudrait garder au moins un semblant de dénégation, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Alors je ne sais pas. Je ne pense pas que les Israéliens aient envie de participer à ça. Ils ont déjà bien assez à faire à essayer de génocider tous ceux qui les entourent et à voler le sud du Liban, ce qui, sur le papier, se passe très bien. Et d'après Netanyahou, tout va très bien. Mais sur le terrain, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Netanyahou a fait un petit discours à ses commandants pour leur dire que tout allait bien, mais leur visage disait tout le contraire. On aurait dit qu'ils avaient pris une sacrée raclée. Donc à ce stade, le problème encore une fois avec Israël, c'est que aussi mauvais que soit Netanyahou, et il l'est, l'opposition est encore pire. L'opposition est encore plus folle que lui. Ça ne laisse pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est qu'on sait que ces 2 ou 3 derniers jours, on a vu une sorte de baisse dans le nombre d'intercepteurs utilisés. On voit bien la différence. On voit que les intercepteurs ne touchent plus les missiles ou qu'ils n'utilisent plus autant les systèmes de défense aérienne. En gros, à mon avis, les États-Unis utilisent ces pays, le territoire de ces pays, pour intercepter les missiles iraniens. Et peut-être que, vous savez, ça ne se fera pas avec Israël. Je ne vois pas les États-Unis aller aussi loin pour faire ça avec Israël. Ils peuvent le faire avec, disons, les pays du Golfe. Mais ils ne veulent pas que ça arrive avec Israël, à cause de la fragilité actuelle des systèmes de défense aérienne. Eh bien, c'est encore pire si ce que dit le professeur Postol est vrai. D'après ses recherches, le taux d'interception des missiles balistiques par les intercepteurs PAC-3, qui coûtent entre 4 et 5 millions de dollars pièce, tournerait autour de 4 à 5%, peut-être 6. C'est franchement très mauvais. Et là, on ne parle même pas d'hypersonique. On ne parle même pas des missiles balistiques les plus avancés que possède l'Iran. Ceux-là n'ont pas été tirés. Ce ne sont pas non plus des missiles vieux de 15 ans, ou même de 10 ou 8 ans.
Ils ont du matériel plus moderne qu'ils n'ont pas encore utilisé. Vous voyez, pourquoi les mettre à la casse quand on peut simplement les tirer sur la cible qu'on vise? À ce stade, je veux dire, on a tous vu ces vidéos où 4, 5, 6 intercepteurs sont lancés et le missile balistique passe quand même à travers. Donc là, on commence à comprendre qu'il y a un vrai problème, un gros problème. Construire encore plus de PAC-3 qui fonctionnent à peine, c'est parfait pour Raytheon. Ah oui, eux, ils font de l'argent à la pelle. Je suis sûr qu'ils démontent plein de vieux téléviseurs et d'anciens écrans pour récupérer les aimants, juste pour en avoir assez pour leur radar. Mais le fond du problème, c'est que ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable, ni économiquement, ni stratégiquement. Et la réalité, c'est que pour l'instant, ces systèmes n'arrêtent rien du tout. L'Iran a écrasé la Jordanie, littéralement. Ils viennent tout juste de les secouer. Et les Jordaniens, à ce stade, ils doivent commencer à être vraiment, vraiment nerveux. Le Koweït aussi, d'ailleurs. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Franchement, je n'en sais rien. Je veux dire, la chose intelligente aurait été, au fait, l'Iran a fait sauter le pont entre l'Arabie saoudite et Bahreïn. L'Arabie envoie son armée pour maintenir au pouvoir les rois bahreïnis, qui sont en réalité des vassaux de l'Arabie saoudite. Alors, comment ça va influencer les révoltes sur l'île, où 80% de la population est chiite? Et ces chiites, d'ailleurs, sont la majorité, la seule population réelle, mais minoritaire dans tout le reste, dans cette entité artificielle, cette sorte d'entreprise familiale qui se fait passer pour un pays. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais ça complique sacrément la vie des Saoudiens, qui essayent de garder les bonnes personnes sur le trône à Bahreïn. J'imagine qu'on va le voir plus tôt que tard. Et maintenant que l'Arabie saoudite et le Yémen semblent s'affronter, enfin, le Yémen, on a vu les premiers échecs des PAC-3 à l'époque où les Saoudiens et les Yéménites se battaient contre les Houthis, quand tout a commencé à aller dans les deux sens. On a vu que les PAC-3, eh bien, moi j'appelle ça la roulette Raytheon. À peu près un missile sur 6 ou 8 décide de suivre sa propre trajectoire, trouve un bâtiment qu'il adore et le frappe. Et on a vu la même chose en Ukraine. La base de contrôle et le radar étaient très proches, et un missile Kinzhal a tout détruit d'un coup. Mais pendant qu'il arrivait, on voyait ce Kinzhal descendre, et 36 missiles ont été tirés contre lui. Les opérateurs étaient désespérés. Ils tiraient tout ce qu'ils pouvaient. Bien sûr, le Kinzhal est passé à travers tout ça. Et sur ces 36 missiles, on peut en compter environ 6 qui partent complètement dans d'autres directions. Tout va par ici, et soudain, il y en a un qui part par là, un autre de l'autre côté, un autre encore ailleurs. On se demande, mais où est-ce qu'ils vont? Personne ne sait. Et j'ai vu des vidéos comme ça venant d'Arabie saoudite. Un type est sur son balcon, il y a un immeuble perpendiculaire à lui, le système Patriot saoudien tire, et il vise des Toshka-U, ces vieux missiles balistiques soviétiques. Ils sont pas vraiment très rapides. Enfin, ils le sont, mais pas trop. Donc, normalement, ça devrait être une bonne cible pour les intercepteurs PAC-3. Et là, ils en tirent un, puis un deuxième et un troisième part, fait un virage à 90 degrés et percute l'immeuble sur le balcon duquel ce type se tient, genre 2 étages plus bas. Et ça, c'est un des premiers éléments de preuve qui ont commencé à sortir, montrant à quel point ces systèmes étaient en réalité défaillants. Et ce que le professeur Postol vient de montrer, enfin, si on parle d'un taux d'interception de 6%, c'est pathétique. Ça veut dire que 94 missiles sur 100 partent n'importe où. Et ça, c'est énorme, surtout vu le coût. Continuer à en fabriquer, franchement, ça n'a aucun sens. Mais le gouvernement américain va continuer à en acheter. Raytheon va continuer à faire de l'argent. Ce que font tout ça, c'est une histoire de corruption. Yeah.
Oui, Stan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je sais qu'il est tard là-bas, en Russie, et que tu es en déplacement. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'être avec nous. Thank you so much for being with us today. Great pleasure, as always. C'est toujours un grand plaisir, vraiment. Toujours un plaisir. Je vais vous dire quelque chose, juste pour comprendre les Russes. Imaginez, on est allongé sur une plage, je ne dirai pas laquelle, tranquille, et tout à coup, les sirènes se mettent à hurler parce que des drones ukrainiens approchent. Personne ne bouge. Tout le monde reste allongé sur la plage. On entend les drones passer au-dessus, des combats aériens éclatent un peu plus loin, les drones sont abattus, les sirènes continuent. Et malgré tout, tout le monde reste là, sur la plage. Peu importe. Voilà, ça c'est les Russes. Sharm el-Sheikh, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, en Égypte. C'était un exemple parfait. Quand les djihadistes islamistes des frères musulmans ont attaqué là-bas, tous les touristes européens et américains ont fui dans tous les sens. Il y avait une sorte de guerre civile qui couvait, et les Russes, eux, sont restés sur place. Ils disaient en gros, continuez à tirer dehors, mais ne venez pas ici, sinon ça devient notre problème. Et puis, la plupart des Russes savent manier une Kalachnikov. Et vous savez quoi? Les djihadistes ne sont pas venus là-bas. Pas un seul incident, rien du tout avec les Russes. Les Russes ont juste terminé leurs vacances et ils les ont laissés tous repartir en avion. C'est plus simple comme ça. Parce que si tu commences à embêter les Russes, eux, ils répondent en tirant. Voilà, c'est ça, la mentalité russe, tout simplement. Les Américains pensent qu'ils peuvent, ou les Européens pensent qu'ils peuvent, faire paniquer les Russes, leur faire peur. Oui, peut-être qu'un petit pourcentage se laissera impressionner. Mais la grande majorité, non. Peu importe, ils en ont vu d'autres. Nos ancêtres aussi en ont vu d'autres. Tiens, il y a des insectes qui volent autour des lumières. Yeah. C'est ça, les Russes. Peut-être qu'on n'est pas assez fort pour fuir. On reste, on se bat, quoi qu'il arrive. Parlons de Napoléon pour finir. On disait qu'il ne suffisait pas de tirer sur un soldat russe. Il fallait tirer 2 fois, puis monter sur la colline pour le faire tomber. Le problème, en Ukraine, c'est qu'on se bat contre nous-mêmes. Ce sont des Russes. Même s'ils ont perdu la tête, ça reste des Russes. C'est pour ça que ce combat est si difficile. Parce qu'on se bat contre nous-mêmes. Yeah. Oui. Merci, Stan. À très bientôt. See you soon. Have a good Passe un bon moment, Eric. Au revoir. Merci, OK. Thanks.